30 ans et même 35 ans. Mais c'est encore un super bon film, mais ça m'a donné le goût de faire ça. Alors, et puis, ben, dans la petite histoire de Caravanier, bien évidemment, tout au cours des presque 25 ans, ben, il y a beaucoup de livres qui nous ont, mais qui m'intéressent parce que là, je parle au jeu. Si je me fais des fois demander, c'est quoi un super bon livre d'aventure? Pour moi, les livres d'aventure, c'est pas la première ascension de l'Everest et tout ça. Pour moi, oui, ça peut être ça, mais le livre le plus intéressant que j'ai lu, c'est Léon l'Africain, magnifiquement écrit par Amin Malouf. Léon l'Africain est né à Grenade. On parle du 13e, 14e siècle. Et puis, c'est fou comment ce gars-là a été dans toutes les grandes. Prenez la peine d'aller lire ça. C'est absolument fascinant parce que quand on lit ça, on se dit, mais ça se peut pas. Il était là quand l'Égypte est tombée. Il était là quand Grenade est tombée. Il a été le conseiller du pape. Il était là en Mongolie, rencontrer Kublai Khan. Il a tout fait ce qu'on pouvait faire à l'époque. Dans les récits d'aventure, je pense que le plus grand, c'est l'Endurance, Endurance par Shackleton en Antarctique. Et puis, plus récemment, mais quand même, on parle des années 60. Moi, j'aime bien la voile, puis on commence à avoir des voyages où on utilise un bateau à voile, donc ce n'est pas des voyages de voile, mais il y a Bernard Moitessier en solo qui a fait la longue route, donc il a été le premier à faire le tour du monde une fois et demie sans escale. Alors, dans les années 60, ça c'est encore quand même quelque chose d'assez hallucinant en solitaire, le tour du monde et demi sans escale. Donc, ce que vous aurez appris à la fin de cette présentation, bien, plein de choses, j'espère. Vous ne saurez peut-être pas encore quel voyage ça vous tente de faire parce qu'on vous présente pas mal. Je ne les ai pas comptés, mais on va survoler une quinzaine de voyages ce soir. Et les gens avec qui je vais vous les présenter tout à l'heure, mais avec qui je fais la présentation, ils sont tenus à 4 ou 5 minutes mais tout le monde n'est pas toujours très, très discipliné dans cette entreprise, mais on va essayer quand même. Donc, pourquoi vous partiriez avec Caravanier? J'espère qu'on va réussir. J'espère que ça va être une espèce d'évidence, mais je vais quand même pointer certaines choses. L'équipe de Caravanier, c'est en temps normal, évidemment, une dizaine de personnes au bureau et 10, 12, 15 personnes sur le terrain. Mais ça se mélange, ça, parce qu'il y a des gens qui guident beaucoup. Les 3 personnes que vous voyez ce soir sont des gens qui guident aussi. On travaille au bureau à temps plein aussi. Donc, et il y en a que c'est plus terrain, d'autres c'est plus bureau. Mais c'est une entreprise de taille moyenne, c'est-à-dire que c'est assez petit pour que ça soit franchement très personnalisé. Personne que vous voyez à l'écran à qui vous allez parler est très loin des voyages. Ils font des voyages. Et puis, mais c'est quand même assez gros pour avoir un chiffre d'affaires assez intéressant pour se permettre d'avoir certains luxes, de faire des repérages, d'avoir une flotte de kayak au Groenland, une autre en Crète. Donc, ça nous donne quand même certains moyens. Je tiens à préciser aussi, bon, une des raisons, je pense, outre la destination, évidemment, le voyage que vous allez choisir, mais qu'un guide ou un spécialiste caravanier, ce n'est pas un accompagnateur de voyage. Vous savez, il y a beaucoup ça, des fois, le facilitateur, l'accompagnateur. La personne qui va guider le voyage est vraiment un guide. Évidemment, si on parle d'un voyage de haute montagne, bien, la personne va avoir une formation. Même chose pour le kayak, ça va de soi. Mais c'est important de comprendre que c'est d'abord un voyageur qui fait des repérages, bien sûr. On n'aime pas, on n'achète pas des forfaits. On va faire le repérage, un, parce que c'est le fun, mais deux, parce qu'on a la prétention d'avoir des idées. Et puis, ce qui est vraiment important, parce qu'il y a plein de voyages, puis plusieurs des voyages dont je vous parle ce soir, ça fait vraiment très longtemps qu'on les fait. Donc, on les travaille, les voyages. Alors, on revient, puis il y a telle place, il y a telle place. Puis les choses changent avec le temps. Tel hébergement, tel site de camping était super beau il y a 5 ans. Il l'est moins maintenant. Donc, on les change. On fait aussi des formations. Marie-Josée est allée, qui va présenter ce soir, est allée, par exemple, donner une formation de premiers soins au Pérou avec toute notre équipe locale. On a fait la même chose au Maroc, on fait la même chose dans d'autres pays. Et puis, la job des guides, en tout cas la mienne principalement, c'est que je gosse chacun des guides et tout ça, je regarde les rapports, puis là, je fais comme, hey, mais ça, cette journée-là, es-tu sûr? Fait que je remets toujours les choses en question. Ça fait partie du plaisir. Alors, je pense qu'une des raisons pour lesquelles vous devriez nous choisir, c'est tout ce travail-là qu'on fait sur un circuit.
En 2022, avec ce qui se passe sur la planète, caravanier, voyager et agir, je ne sais pas lequel est rendu le plus important. Oui, je pense que c'est important de voyager parce que c'est important de voir la beauté du monde et de la préserver. Évidemment, on aurait plein de raisons d'être triste. La conférence de ce soir a été remise la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, quand la Russie a attaqué l'Ukraine. Je pensais que ce n'était pas la journée pour parler de voyage, donc c'est repris ce soir. Euh, je pense qu'il faut continuer de voyager parce que c'est important de bien le faire et c'est ce qui amène à agir. Donc, le mot éthique est un mot que beaucoup veulent utiliser. Est-ce qu'il est toujours bien utilisé? Malheureusement, je ne suis pas certain. Sachez que nous, je le dis et je l'affirme haut et fort, on ne fait pas que parler. Depuis 2008, on compense 100 des gaz à effet de serre. Donc, on transfère un montant non négligeable à Planétaire qui couvre 100 de vos voyages. Et puis, on ajoute à ça 1 pour la planète. Donc, ça fait autour de 2,5 de notre chiffre d'affaires qu'on redonne. Si toutes les entreprises, nommément Google et Facebook de ce monde, donnaient 2,5 de leur chiffre d'affaires, je pense qu'on pourrait régler pas mal de problèmes. On a construit une école, on a construit un centre communautaire au Népal, donc on a fait plein de choses. C'est franchement important et oui, je pense que ça devrait être un critère pour vos choix de voyage, que vous voyagiez avec nous ou non. C'est vraiment important que vous fassiez attention. Sans nos équipes locales, Caravanier n'existe pas. Vous allez recevoir un lien après la conférence, peut-être après, mais demain ou après-demain. On fait une levée de fonds parce que les voyages n'ont pas repris encore à l'international. Ils commencent à reprendre, mais tous les pays avec lesquels on travaille n'ont pas un filet social comme on a au Canada. Donc, ils ont beaucoup de manque à gagner. On a transféré déjà plus de 20 000 on aimerait ça atteindre 30 000. Toute votre aide est bienvenue. Dans tout ça, le prix d'un voyage, sachez que Caravanier n'a jamais eu la prétention d'avoir les prix les plus bas. On n'a pas non plus les prix les plus hauts. J'espère qu'on a les justes prix. Sachez par contre que quand vous magasinez un prix, encore plus en 2022, vous allez le faire au détriment de quelqu'un, de quelque chose, que ce soit l'environnement, que ce soit le poids sur le dos d'un porteur, que ce soit la quantité de nourriture. Alors, s'il vous plaît, n'en faites pas votre principal critère. Si vous ne pouvez pas aller à un endroit parce que c'est trop cher, Kilimanjaro, ben, allez au Maroc à la place. Et encore une fois, ben, faites attention, s'il vous plaît, c'est particulièrement important. Vous savez, dans certains pays, même, sont rendus modernes en Tanzanie. Ils ont mis des codes barres sur les chevaux, comme ça. Donc, si vous voulez acheter le cheval, vous pouvez juste passer votre téléphone devant, puis vous savez combien il coûte. C'est terrible compter des blagues à l'écran parce qu'au moins, Marie et Mariana, faites sourire. C'est comme, vous pouvez écrire un petit commentaire comme les blagues, ils sont drôles, là, parce que c'est comme, mes chiens trouvent ça très drôle parler comme ça. Bon, parlons des voyages maintenant. Ce soir, je vous parle de nos voyages soutenus. Qu'est-ce que ça veut dire soutenu? Allons voir ça. Ça, c'est la première image publicitaire de Caravanier. Donc, ça date de 1998. On est dans la Cordillère du Waiwash. Encore un magnifique voyage. Qu'est-ce que ça veut dire soutenu? Il y a quelques semaines, on a présenté dans la même soirée une espèce de marathon, les voyages vraiment de haute montagne, donc alpinisme. Plus ou moins technique, là. Et on a présenté les voyages engagés. Quelle est la différence entre soutenu et engagé? Elle n'est pas toujours si évidente que ça. Souvent, un voyage engagé va être plus long qu'un voyage soutenu, mais au niveau de l'effort à chaque jour, il n'y a pas une énorme différence. D'où l'idée de nous appeler et qu'on se parle. Donc, ce soir, je vais vous parler. Souvent, un voyage soutenu, c'est un niveau 3 chez nous. Mais des fois, ça peut être un niveau 2, puis des fois, ça peut être un niveau 4 aussi. Donc, il y a des nuances. Combien d'heures par jour? En fait, la question, des fois, qu'on se fait souvent demander, qui est légitime, c'est combien de kilomètres, c'est quoi la dénivelée? En montagne, le kilométrage et le dénivelé, c'est évidemment important, mais ce n'est pas un bon indicateur de l'effort que vous devez fournir. C'est pour ça qu'on vous dit, vous allez marcher
5, 6, 7 heures, mais des fois, vous devez être capable, ici, c'est une image du Kilimandjaro, bien, de vous lever tôt parce qu'on a un col à passer, parce qu'il annonce une mauvaise météo, parce qu'il y a peut-être neigé dans la nuit, puis on veut que la neige soit ferme parce que c'est beaucoup plus facile de marcher sur une neige durcie que de marcher sur une neige ramollie. Donc, fait qu'il faut être capable de fournir un effort supplémentaire. Est-ce qu'il y a du camping dans nos voyages soutenus? Évidemment. Des fois aussi, il y a des hébergements, je vous en parle tout à l'heure. On vous fournit l'équipement de camping, donc tente, matelas de sol, mais vous devez fournir votre équipement personnel. Sauf que l'avantage de camper, ben, c'est quand vous levez, ben, c'est ça que vous avez. On vous fournit un petit oreiller, un super matelas de sol aussi, parce qu'on ne veut pas que vous ayez froid, parce qu'on veut que vous dormez bien et que vous soyez de bonne humeur le lendemain. Puis si vous n'êtes pas de bonne humeur en regardant ça le matin, ben, vous avez un problème. Et puis, mais malheureusement, on ne veut pas l'avoir, donc on s'arrange pour que vous soyez confortable. Alors oui, bien sûr, on va camper. Et les transports dans tout ça, sachez qu'on fait des voyages de randonnée. Et donc, il y a le moins de transport possible dans tous nos voyages. Souvent, c'est des longs treks ou même dans des voyages de style Dolce Vita où on est en Crète ou en Espagne. Ben, pendant 10-12 jours, vous ne prendrez pas de transport. On va se déplacer d'un village à l'autre. Bien sûr, les bagages vont être transportés. Des fois, on a des moyens de transport particuliers. Ici, vous devinez que ce n'est pas un de nos groupes, mais des boîtes de pick-up, ça peut exister. Dans des voyages soutenus, il peut y avoir de l'altitude, pas toujours, mais quand même assez souvent. Mais l'altitude va être, on ne va pas dormir dans des voyages soutenus, on ne va pas dormir à 5000 mètres, par exemple. Mais ce n'est pas impossible qu'on passe à 4500, 5000 mètres. Tous nos voyages, donc Pérou, Bolivie notamment, où l'altitude est quand même un facteur plus qu'au Népal, parce qu'on arrive rapidement en altitude, bien, les voyages, on en tient compte, bien sûr, et les voyages sont souvent plus longs que ce que la plupart des gens font. Ce qui fait des fois une bonne différence entre un niveau 3 et un niveau 4, voire un niveau 5, c'est souvent le portage des bagages. C'est vraiment un critère qui augmente énormément la difficulté. Et puis, on sait que bon, des gens de 25-30 ans ont un bon dos et des bons genoux. Rendus à 45, 50, 55, 60, ben, il y a des gens qui sont en super forme, mais le dos et les genoux en veulent un peu moins. Évidemment, on est conscient de ça. Donc, dans tous les voyages dont je vous parle ce soir, les bagages, ils sont portés. Donc, vous n'avez que votre sac de jour. Et le charme, ce n'est pas une marque de luxe. Donc, quand on n'est pas en camping, bien, évidemment, on essaie de vous amener dans des endroits charmants qu'on a choisis pour plusieurs raisons. Des raisons éthiques. Vous avez ici un magnifique hébergement sur l'île du Soleil, sur le lac Titicaca en Bolivie. Donc, c'est un éco-lodge, c'est solaire et tout, c'est charmant, la bouffe organique et tout. Et puis, donc, le charme, ce n'est pas une marque de luxe, donc on ne cherche jamais du luxe. On vérifie que les endroits appartiennent à des locaux. Donc, ça fait partie aussi du travail qu'on fait. Et puis, des fois, ben, vous vous retrouvez dans un village et puis là, quand même, on n'est pas cheap. On vous offre sans l'ombre, sans aucune hésitation, le plus bel hébergement du village. Donc, ici, on est au village d'Apollo Bamba. Donc, on est en Bolivie et puis on niaise pas avec le POC. On vous offre le plus bel hébergement. Alors, c'était celui-là. Alors, je vois que ça vous tente fort d'y aller. Facteur très important dans tous nos voyages, la nourriture. Je ne parlerai pas en détail de chacun vu qu'on parle de beaucoup de voyages ce soir, mais ce serait faux de vous dire qu'on mange aussi bien au Pérou qu'on mange au Népal. C'est-à-dire qu'au Pérou, vous allez, franchement, c'est gastronomique. Si vous êtes célibataire, vous allez sûrement manger mieux que chez vous. Et donc, il y a des endroits où ça fait vraiment partie des points forts. Souvent en Amérique du Sud, c'est le cas. Des fois en Asie, c'est un peu moins évident. Je ne parle pas du Japon, bien sûr, mais le Népal, on mange franchement bien, mais ce n'est pas aussi gastronomique qu'au Pérou. Donc, chaque voyage a ses particularités, bien sûr, mais sachez qu'on apporte une attention particulière. Vous n'allez sûrement pas mourir de faim. Les treks, ce n'est pas un endroit pour aller perdre du poids. Je ne vous dis pas que vous allez en gagner, mais des fois, en Crète, c'est possible que oui.
mais vous allez franchement très bien manger. Et puis là, ben, j'ai fait exprès pour mettre des sacs de patates, mais ici, une image au Pérou. Fait que vous voyez, on est le matin, donc le cuisinier a dû se lever à 4 heures du matin parce qu'il nous fait une espèce de gâteau frais. Vous avez une salade de fruits. Alors, puis il y a des œufs qui s'en viennent. Alors, et vous avez la table, vous avez les chaises. Fait que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Sérieusement, c'est quand vous allez camper par vous-même que vous allez trouver ça difficile parce qu'en plus, vous ne faites pas la vaisselle et tout ça. Alors, vous allez franchement bien manger. Petite image d'un midi au Maroc. Alors, nos cuisiniers sont arrivés avant, il faisait chaud, donc ils ont monté une tente et puis ils nous préparent les salades. On s'en va faire un tour en Amérique du Sud. Et puis, tantôt, je vous avais dit que vous alliez apprendre des choses. Donc, si je vous posais la question, mais là, ce soir, j'aime ça le quiz puis que les gens puissent répondre, mais là, ce soir, on n'aura pas le temps. Mais à gauche, vous avez Monsieur Darwin, bien sûr. Donc, Darwin, qui est probablement l'auteur du livre le plus important de tout la chrétienté, probablement. Donc, l'origine des espèces, alors toute la théorie de l'évolution. Puis à droite, vous avez Humboldt. Donc, Humboldt, qui était certainement un des grands, c'est un naturaliste qui a qui a décrit l'univers. Et donc, Humboldt a voyagé pour justement décrire tous les systèmes, tous les écosystèmes. Donc, a voyagé partout, mais beaucoup, beaucoup en Amérique du Sud. Et ça l'a amené à gravir des montagnes. Donc, et puis, il y a le courant de Humboldt. Il y a plein, plein de choses qui font référence à lui. Avant que je passe la parole à Mariana, je vais juste vous dire que dans le bas de votre écran, vous avez questions et réponses Q et R. Si c'est en anglais, c'est Q et A. Puis vous avez aussi le chat, le clavardage. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le clavier. Comme on est trois, on va y répondre. On peut répondre sur le clavier. Et si la question est d'intérêt général, on pourra y répondre comme ça devant tout le monde. Donc, je vous encourage à utiliser le questions et réponses en bas de votre écran. Alors, Mariana va nous parler d'Équateur. Mariana est chez nous depuis un bon bout de temps. Vous allez entendre son accent qui chante un petit peu. Donc, tu nous diras, Mariana, d'où tu viens. Je te laisse parler de l'Équateur. Mariana est guide quand même pas mal de choses. Elle arrive du Panama il y a quelques jours. Donc, un des premiers voyages en fait, le premier voyage qu'on vient de refaire suite au Micron. Ça a très bien été. Il ventait pas mal, mais ça a très bien été. L'eau est à 28, 29 si on chavire, c'est pas trop grave. Et puis, donc, Mariana, c'est notre spécialiste Amérique du Sud. Fait que je te laisse parler, Mariana. Je ferme mon micro et à toi. Merci beaucoup et bienvenue tout le monde. Ça me fait toujours plaisir de participer puis surtout vous parler. Donc, n'hésitez pas à m'appeler demain pour tous les voyages en Amérique du Sud. Je vous présente l'Équateur. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais être sage puis respecter mes 4 minutes. Je suis mexicaine d'origine. Je suis arrivée chez Caravani en octobre 2014. Donc, ça fait déjà un bout de temps. Puis depuis là, je suis encore sur les charmes de Caravani puis surtout de notre voyage en Amérique du Sud. Donc, je vais partager mon écran juste un instant. Là, je ne sais pas si vous voyez Ivan dans mon écran. Oui, parfait. Donc, je vais vous présenter l'Équateur, puis je ne peux pas vous présenter l'Équateur sans parler d'Ivan. Ivan, c'est notre guide en Équateur. C'est aussi celui qui s'occupe de toute la logistique de notre voyage sur place. Il est devenu aussi un grand ami. J'ai beaucoup de respect, puis j'aime beaucoup Ivan. Puis, ce n'est pas juste moi. Souvent, au retour des voyages, les clients parlent plus d'Ivan que de son voyage. Donc, je vous invite un jour à aller visiter l'Équateur puis faire la rencontre d'Ivan. Ivan, évidemment, parle très bien français. La petite histoire, c'est un des voyages qu'on a commencé à faire Caravani a commencé à faire depuis longtemps. Puis, au moment Ivan ne parlait pas français, mais il est assez intelligent puis assez curieux pour commencer à apprendre des petits mots, puis après faire des petites phrases, puis après apprendre la grammaire. Puis aujourd'hui, vous aurez vraiment l'occasion de visiter les pays à côté d'une personne qui est vraiment passionnée, qui vous parle très bien en français, puis qui peut vous expliquer avec passion l'histoire puis la culture de son pays.
Donc, ça n'a pas trop tardé. Le voyage que je vous présente s'appelle Avenue du Volcan. Donc, vous saurez trouver cette image dans notre site Internet. Justement, Richard parlait que souvent, on essaie de changer nos itinéraires, mais surtout de réfléchir. Est-ce que c'est toujours un itinéraire qui nous plaît? Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut ajouter, qu'on peut enlever? Donc, Ivan et moi, on s'est fait les devoirs au début de la saison. Bon, à la fin de l'année passée, qu'est-ce qu'on va faire pour cette saison? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces voyages? On peut faire mieux de ce qu'on fait. Puis finalement, on a fait des petits changements. On est très, très, très fiers de qu'est-ce qu'on a fait comme itinéraire. Donc, c'est un voyage de 16 jours au total. On part de Montréal à Montréal, quand je vous dis 16 jours. Et dans le fond, c'est 12 jours complets de randonnée. C'est un voyage qu'on appelle aussi Dolce Vita, c'est-à-dire c'est un voyage quand il n'y a pas de camping. Puis, une des choses qu'on a voulu changer, c'est de diminuer les temps qu'on passait dans la voiture. Donc, c'est là qu'on a fait des petits changements, on a fait des modifications. Et l'idée aussi, c'est de passer au moins 2 nuits dans le même hébergement pour pouvoir justement aussi éviter de tout le temps faire des bagages, etc. Puis nous permettre que si jamais il y a une journée on veut prendre repos ou autre, on peut les faire. Donc, l'Équateur, c'est un pays que j'aime beaucoup. C'est un tout petit pays bien divers qui nous permet justement, dans très peu de temps, de découvrir beaucoup à différents autres pays comme le Chili, le Pérou, la Bolivie, que pour découvrir beaucoup du pays, il faut passer beaucoup de temps dans la voiture, prendre l'avion ou vraiment prolonger beaucoup de notre séjour pour pouvoir dire j'ai connu maintenant la Bolivie, le Pérou, l'Équateur. Dans très peu de temps, on peut vraiment visiter beaucoup. Puis, c'est un pays petit avec beaucoup de diversité culturelle, mais aussi dans la nature, dans les paysages, on va voir différents paysages. Donc, Avenue du Volcan, on l'appelait comme ça parce que c'est un voyage qu'on va passer beaucoup de temps dans nos parties qui vont avoir beaucoup de volcans, entre autres. On est vraiment, l'Équateur est traversé par la cordillère des Andes, donc du nord au sud. On va passer vraiment, on va découvrir cette zone. On va être dans la région de la Sierra, qui c'est la partie située en altitude, et ça va nous permettre de découvrir plusieurs endroits, mais aussi de nous approcher des deux cultures et des deux communautés. Donc, on commence notre séjour à Otavalo. Donc, aussi, on a bien réfléchi pour avoir une bonne acclimatation, de toujours être tranquillement, graduellement monter en altitude. Donc, on commence à Otavalo pour découvrir un peu son marché, etc., pour bien tranquillement arriver. Puis, tout de suite, on part à Inta, qui c'est la région plus des cafés. Donc, on va pouvoir justement aller aller voir des plantations de café. Puis, Ivan connaît beaucoup. Il est un petit, il fait du café, donc il va pouvoir vraiment beaucoup vous parler de la procédure, puis de qu'est-ce qu'on a besoin pour produire un bon café. Et tout de suite après cette visite à Intag, on va commencer notre première partie des randonnées. On va pouvoir découvrir un peu les paramos. Les paramos, c'est un écosystème endémique des Andes. Donc, on peut les trouver en Équateur. Il se trouve entre la limite de la forêt puis la neige. Puis, il y a beaucoup d'importance socio-économique. Puis surtout, c'est un endroit qui peut garder beaucoup d'eau. Donc, c'est vraiment intéressant comme écosystème à découvrir. Puis, il faut aller en Amérique du Sud si on veut marcher dans cette sorte d'écosystème. Mais qu'est-ce qui est très intéressant de cette partie, c'est qu'on va aller découvrir la communauté des Pignanes, qui est une communauté très éloignée. Là, on est vraiment dans la nature. On va dormir dans un petit refuge. Il y a toute une histoire avec Caravanier, cet refuge, que je pourrais vous raconter par téléphone si vous m'appelez. Puis tout de suite après, on va aller dans une autre communauté qui s'appelle San Clemente, où on va encore être très proche d'une famille. C'est aussi, on a un très bel lien avec cette communauté. On va très bien manger, on va apprendre beaucoup de ces traditions. Puis ça va nous permettre justement de nous
s'approcher à Limbabula. Donc, on va faire une ascension. C'est la seule ascension qu'on va faire. Donc, le but, c'est vraiment aller au sommet des 7 volcans. Dès là, on a des paysages vraiment coupés les soupes. C'est vraiment beau. C'est peut-être la journée plus soutenue du voyage. On parlait des voyages soutenus. Donc, ces voyages est autour des 4 à 6 heures de marche par jour. Cette journée, peut-être, va nous demander 8-9 heures pour faire l'ascension et descendre. Ça vaut vraiment la peine l'effort, puis ça va nous permettre aussi de commencer à vérifier comment les corps commencent à s'adapter à l'altitude. Cependant, si jamais vous ne voulez pas faire cette journée, c'est tout à fait possible. Vous pouvez rester simplement avec la famille d'accueil de la communauté San Clemente, puis continuer à découvrir sa culture. Tout de suite après, on fait un autre petit trek, donc on va d'un refuge à l'autre. Là encore, on est dans des hébergements très, très chouettes, très beaux, charmants et confortables. Donc, on va aller d'un refuge à l'autre, puis on va finir à Chimborazo. Donc, je vous parlais qu'on est dans la Sierra. Puis la Sierra, en fait, c'est 12 chaînes parallèles, c'est 2 chaînes de montagnes parallèles. On est toujours dans les Andes. Puis les points culminants d'un de cette chaîne, dans la partie occidentale, c'est le Chimborazo. On ne va pas faire les sommets de Chimborazo, mais on va être dans les flancs, on va être dans le refuge, justement. Je voulais montrer cette image parce que c'est quand même un super beau refuge de montagne qui va nous permettre de faire une randonnée puis s'approcher à un peu plus de 5000 mètres, puis redescendre, puis continuer à profiter. Donc, on ne va pas dormir à 5000 mètres, ne vous inquiétez pas, on va dormir à 4000 mètres et ça nous permet vraiment de faire des approches bien acclimatées avec déjà les corps qui répondent bien à l'altitude, pouvoir découvrir cette région, puis aller s'approcher à cet sommet. Puis tout de suite après, on va finir ça c'est justement un des randonnées qu'on fait dans les Chimborazo, les Seguí de Whymper. Puis tout de suite après, on va finir dans la cordillère orientale, donc pour aller visiter les Cotopaxi. Encore, on ne fait pas le sommet, mais ça nous permet de visiter la face sud, aller dans notre refuge de nos amis qui en aiment beaucoup, puis qui nous permettent justement de faire des petites randonnées, puis pouvoir apprécier de très proche cet autre volcan qui est le 12e plus haut de l'équateur. Donc, on finit, c'est ma dernière photo. On finit évidemment proche de Quito, puis on va passer aussi du temps pour finir les démarches, puis bien finir les voyages. Donc, c'est un très beau voyage pour découvrir les Andes, de faire un voyage en altitude en tout confort, puis de visiter différentes régions de l'Équateur. J'espère que j'ai respecté mes 4-5 minutes. Non, j'ai dépassé. Désolée. J'aimerais laisser la parole encore à Richard. Oui, arrête ton partage d'écran, c'est bon. Merci. C'est bon, je l'ai arrêté? Non, faut que tu l'arrêtes là. Stop, share screen, stop. Attends, j'ai new share, stop. Bon. C'est bon. Voilà. C'est pas grave, je vais te parler encore, mais tu n'en présentes plus ce soir pour ta punition. Bon, c'était la seule que tu avais prévue, mais pendant que je partage mon écran, que je repartage mon écran, diaporama. Attendez. Voilà. Alors, juste pour vous dire, rajouter que l'Équateur est certainement un des voyages les plus diversifiés qu'on a, toutes destinations confondues. Alors, vous allez voir, je ne veux pas parler trop vite en même temps. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de choses à dire. Un des plaisirs, c'est que bon, qu'on est 3 conférenciers, donc on a nos styles différents. Marie-Josée aussi tout à l'heure. Je vais essayer de vous évoquer, moi je vous parle du Pérou à l'instant, je vais évoquer les différentes ambiances. Et puis, ben voilà, alors évidemment, vous ne pourrez pas choisir lequel, mais il y a peut-être un qui va vous allumer, vous dire « Ah tiens, ça m'intéresse ». Donc, tous nos voyages au Pérou commencent de la même façon. On ne s'en va pas à Cusco, on s'en va dans la vallée sacrée. Alors, vous allez tout le temps
croisée des Incas. Alors, je ne vous garantis pas que vous allez voir Zorino et Tintin, mais vous allez voir des Incas. Alors, je vais juste vous dire ça parce que Inca, ça veut dire roi. Donc, les gens que vous allez rencontrer, en fait, ce sont des Quichua. Tout comme au Népal, vous allez rencontrer des Sherpas qui sont une ethnie, ça ne veut pas dire des porteurs. Comme au Québec, vous pouvez croiser des Inuits, par exemple. Quel est le lien entre le bonhomme de droite et l'image de gauche? Bien, à droite, vous avez Christophe Colomb. Et puis, si vous vous souvenez, dans Tintin, ben, à un moment donné, quand ils sont sur le bord d'être sacrifiés, ben, Tintin dit à l'Inca, donc le roi, que s'il ne les libère pas, ben, il va éteindre le soleil. En fait, à quoi Hergé, quand il a écrit le livre, faisait référence? Ben, il faisait référence à Christophe Colomb, qui s'était servi de ce truc-là à un moment donné, parce qu'ayant une connaissance de la chose, ben, il manquait de nourriture. Alors, il a dit au peuple qui était là, mais qui n'étaient pas les Incas. Là. Donc, il a dit, ben, vous devez m'apporter de la nourriture, sinon je vais éteindre le soleil. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Donc, il y a eu de la nourriture. Hergé n'était pas un voyageur, ceci dit, il était très bien renseigné. Donc, dans les endroits reculés où on va, vous avez effectivement, là j'ai mon petit chien qui échappe un petit peu, je vais le flatter en même temps, vous allez rencontrer des gens qui vivent de façon traditionnelle, mais je veux faire attention à ce terme-là. Donc, oui, ils vivent de façon traditionnelle, mais il ne faudrait pas leur en vouloir s'ils portent des jeans une fois de temps en temps. Alors, le voyage commence. Tous les voyages au Pérou commencent de la même façon. Vous allez arriver à l'aéroport de Cusco et on fait un transfert d'environ 1 heure et demie et on s'en va dans un village, le village de Pisac. Donc, on est un peu moins haut en altitude et ça nous permet de ne pas arriver dans une grande ville, mais vous allez être dans un petit lodge très charmant. Donc, tous nos voyages commencent comme ça et finissent par Cusco. Vous allez dans tous les voyages dont je vous parle ce soir voir bien sûr le Machu Picchu. Et je ne sais pas si vous voyez la ressemblance entre Indiana Jones et le bonhomme à côté, qui est le découvreur du Machu Picchu. Fait que s'il y en a qui connaissaient la réponse, vous écrirez ça dans le chat, je vous donne la réponse tout à l'heure. Mais sachez que Steven Spielberg s'est inspiré de ce bonhomme-là pour créer son personnage. Donc, je vous donne la réponse tout de suite parce qu'on va l'oublier tantôt. C'est Hiram Bingham. Donc, Hiram Bingham, en 1913, a découvert, entre guillemets, le Machu Picchu. Et il est devenu célèbre parce qu'il a publié un article dans le National Geographic avec cette photo notamment là. C'est vraiment devenu une espèce de rock star et puis il a entretenu son image, mais dans les faits, le Machu Picchu, ben, il y avait des gens qui vivaient dessus. Ce n'était pas une cité perdue. Mais c'était quand même un grand archéologue. Notez que si vous aviez voyagé dans les années 20, vous auriez vu le Machu Picchu comme ça. Alors que si vous voyagez maintenant, vous allez le voir en couleur. C'est quand même plus spectaculaire voyager maintenant que comme on le faisait à l'époque. Vous allez voir, bien sûr, Cusco, je vous disais à la fin, ville coloniale très intéressante. Quand on dit coloniale, bien évidemment, les Espagnols, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rasé, ou presque, sauf des fondations. Donc, il reste quelques fondations Inca, notamment cette espèce de bloc-là où il y a une douzaine d'angles. Je ne sais pas s'il y en a des gens qui travaillent en construction qui nous écoutent ce soir, mais ce n'est pas simple de construire de cette façon-là, mais c'est ce qui a permis de résister au tremblement de terre. Les 3 treks. Donc, je vais vous parler des sentiers Inca vers le Machu Picchu. Je vais vous parler du Salcantay, puis je vais vous parler de Choquequirao. Donc, tous les voyages, je répète, vous allez voir ce dont je viens de vous parler dans les quelques images précédentes. Et puis, on règle la question. Il y a beaucoup d'animaux dangereux au Pérou. Donc, vous avez un viscacha ici qui est un croisement entre le kangourou et le lièvre. Donc, c'est vraiment très dangereux comme animal. Vous allez en voir, il aime ça se faire chauffer sur les roches le matin et le soir. Le voyage, donc, qui va nous mener évidemment vers le Machu Picchu, mais dans une vallée parallèle. Donc, on ne parle pas de l'Inca Trail, on parle de la vallée de l'Urubamba. C'est une vallée franchement très intéressante parce qu'elle est beaucoup plus sauvage que le chemin Inca. Je vais vous en parler tout à l'heure. On est plus près des montagnes. Et sans vous dire qu'on est tout seul, il y a peu de gens qui partent en trek à cet endroit-là. On va croiser des villages aussi. Alors ça, c'est une vieille photo que j'ai prise il y a probablement 20 ans ou pas loin. Et puis, je me souviens qu'on jouait au soccer contre les jeunes du village. Quand le village est à 4000 mètres et on joue au soccer, avez-vous une idée?
que tout le monde fait le gardien de but au bout d'1 minute et demie à peu près. On perd évidemment. Alors, le trek de 4 jours nous amène dans des endroits qui ressemblent à ça. Alors, on est vraiment au cœur de la cordillère des Andes. Comme je vous disais tout à l'heure, on est dans une vallée parallèle au Machu Picchu, mais on va redescendre dans un magnifique village, Ollantaytambo, et on va remonter sur le chemin Inca pour faire le dernier jour du chemin Inca. Et ça, c'est une nouveauté du voyage de cette année. Pour se rendre, bien sûr, au Machu Picchu en arrivant par la Porte du Soleil. Sachez aussi que durant la pandémie, on a pris la décision que c'est une question aussi, c'est une question écologique, que si les gens prennent l'avion, ben, les voyages vont durer 2 semaines. Alors, les voyages durent 13, 14, 15 jours. Avant, on avait des voyages de 9, 10 jours. On n'en a plus maintenant. Alors, c'est vraiment une décision d'entreprise. C'est ce qui fait qu'on a allongé ce voyage-là. On reste un peu dans la même région, mais là, on va emprunter le chemin Inca. Alors, mais on ne va pas arriver comme tout le monde par le kilomètre 55, c'est un peu un classique. On va arriver par le Salcantay. Donc, on va faire notre acclimatation. Et après, on va partir pour un trek de 6 jours, 7 jours avec le Machu Picchu, qui nous amène au cœur des plus hautes montagnes de cette région-là, donc notamment le Humantay et le Salcantay, donc des sommets qui dépassent 6000 mètres. La différence avec le Urubamba que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que ça, c'est un coin très sauvage. On ne va pas croiser de village, alors que dans l'autre, on va croiser des villages. Donc, tout dépend de votre intérêt et d'où l'idée de nous appeler encore. Ici, magnifique vue du Salcantay et c'est une photo prise la veille de notre arrivée au Machu Picchu parce qu'on va rejoindre le chemin Inca et c'est pour ça qu'on a besoin des permis. Donc, ce voyage-là, il faut vraiment réserver longtemps à l'avance. Et donc, on va rejoindre ce chemin-là qui est franchement intéressant. Soit dit en passant, depuis qu'il y a des règlements, ça fait quand même une bonne douzaine d'années, c'est plus intéressant que de le faire il y a 20 ans parce qu'il y a beaucoup moins de monde qui le font à cause des règlements. Et c'est beaucoup plus propre parce qu'il y a des toilettes et tout. Donc, alors, si des gens vous disent « Ah, ligne 4 c'est trop fréquenté et tout », ce n'est pas vrai. Ceci dit, c'est difficile d'avoir les permis. C'est impossible que vous arriviez à Cusco, à moins d'y aller au mois de novembre quand il pleut, ce n'est pas le temps, mais c'est impossible d'arriver à Cusco et de pouvoir faire le chemin Inca. Toutes les entreprises, tous les permis sont vendus à l'avance. Et donc, en faisant le chemin Inca, vous allez arriver au Machu Picchu par la Porte du Soleil, bien sûr. Voyage fascinant pour ceux qui aiment l'histoire. Donc, le Choqquequirao. Alors, je vous explique. Pour les Incas, le nombre 3 était très important. On évoque le sous-sol, le sol et l'air. Il y avait 3 animaux principaux. Il y avait les serpents, il y avait les jaguars, puis il y avait le condor aussi. Et donc, il y avait aussi 3 cités plus importantes. Il y a Vilcabamba, Machu Picchu et Choqquequirao. Les Incas n'écrivaient pas. Alors, on en sait peu de leur histoire et c'est quand même fascinant pour un peuple aussi avancé de ne pas écrire, mais on pense quand même de plus en plus que la cité la plus importante, ce n'était pas Machu Picchu, mais Choqquequirao. Et Choqquequirao est vraiment intéressante pour nous parce que pour s'y rendre, il faut absolument marcher 2 jours. Donc, il faut y aller, il faut marcher 2 jours. La plupart des gens y vont, marchent 2 jours, arrivent sur le site une journée et reviennent 2 jours. Donc, vous devinez que c'est 5 jours de marche en camping. On vient d'éliminer 99 des touristes. Je ne vous dis pas qu'on va être tout seul, mais il n'y aura pas beaucoup de monde. Alors, on se rend au Choqquequirao et c'est un voyage qui est un peu moins en altitude que les 2 autres. Mais attention, moins d'altitude ne veut pas dire moins exigeant parce que dans ce voyage-là, ça monte puis ça descend. Mais si vous n'aimez pas monter puis descendre, peut-être qu'un voyage dans la cordillère des Andes, ce n'est pas le bon choix. Je dis en blague que peut-être qu'un trek en Saskatchewan serait plus approprié, mais on n'en a pas. Alors, vous arrivez ici, on vient d'arriver au pied du Choqquequirao, qui a la particularité d'être dégagé entre 5 et 10 alors que le Machu Picchu est dégagé à 100 Donc, c'est un endroit qui est certainement aussi important, mais qui est moins spectaculaire pour les yeux
parce qu'ils n'ont pas dégagé, mais ce qu'on perd en spectaculaire, on le gagne en mystère. On est presque tout seul sur le site, et puis on marche, puis partout, il y a des vieilles pierres. Alors, c'est quand même, quand je demande aux gens ce qu'ils ont le plus apprécié entre le Machu Picchu et le Choquequirao, les gens disent toujours c'est le Choqué, mais il faut absolument voir le Machu Picchu. Donc, vous voyez ici, il y a des terrasses de culture, et puis il s'était amusé à faire des lamas. Genre de campement qu'on va avoir. Et puis, c'est un site Inca, mais qui est plus loin. Alors, c'est quand même une vue assez magnifique. Si vous êtes somnambule, vous le direz au guide, hein, parce que ça se peut que le réveil soit quand même assez difficile. Donc, ce voyage-là, on monte, on descend, on va passer dans toutes sortes d'écosystèmes. J'ai mis cette image-là parce que la question, où j'ai le vertige, est-ce que je peux faire le voyage? Dites-vous que c'est des chevaux qui portent les bagages, puis les chevaux ont des duffel bags de chaque côté, fait que les chevaux sont beaucoup plus larges que nous. Alors, des fois, les sentiers sont vertigineux, mais vous n'êtes jamais sur une crête où vous avez 1000 mètres de chaque côté. Alors, oui, ça se mérite, mais vous gagnez en côté spectaculaire, bien sûr. Donc, tout à l'heure, je vous disais que vous allez monter, descendre. Dans ce voyage-là, vous allez descendre jusqu'à 1500 mètres, donc vous êtes dans une forêt subtropicale et vous allez monter jusqu'à 4500, voire 4800 mètres. Donc, vous allez en voir de toutes les couleurs. Et on va arriver par en arrière au Machu Picchu. Donc, façon aussi intéressante de le faire et donc pas par la Porte du Soleil. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous allez voir les deux cités les plus importantes du Machu Picchu. Alors, je passe la parole à Marie-Josée qui va vous parler de la Pentagonie, bien sûr. Alors, Marie-Josée est chez nous. Marie-Josée est chez nous depuis une quinzaine d'années. Marie guide partout dans le monde, mais elle a quand même une préférence pour les endroits où il ne fait pas si chaud. Vraiment en kayak, en rando, même en haute montagne. Alors, Marie, c'est certainement celle qui a le plus d'expérience au niveau des guides chez nous. Je te laisse la parole, Marie. Oh, il faut que j'arrête le partage de mon écran. Oui, puis je suis obligée de te corriger, Richard, là, mais je pense qu'on approche le 18 ou le 19 ans chez Caravani. C'est la majorité qui s'en vient. Bonsoir tout le monde. Contente de vous voir, même si je ne vous vois pas, mais de vous savoir là à entendre parler de voyage. Moi, je vous parle entre autres de la Patagonie ce soir. C'est pas la Pentagonie? Non, ce n'est pas la Pentagonie, même si on dirait que dans la langue française, on dirait que les gens ont une petite préférence pour le prononcer comme ça. Pour la petite histoire, la Patagonie, là, je fais le partage d'écran en même temps. Est-ce que ça a fonctionné? Non. Est-ce que là, Mariana ou Richard, vous pouvez me confirmer qu'on se dirige vers la Patagonie? C'est bon. Donc, ce que j'allais vous dire, en fait, c'est ça pour la petite histoire. J'ai commencé à travailler pour Caravani en 2003 ou 2004, en allant rencontrer justement Richard dans un festival plein air qui avait lieu à l'époque aux îles de Boucherville. Et j'avais commencé à guider comme guide local en Patagonie à l'époque. J'avais déjà fait une première saison, puis c'est la première destination, en fait, où j'ai créé le premier itinéraire qu'on a proposé à l'époque, qui n'existe plus maintenant. Puis c'est comme toujours resté un peu une petite destination fétiche pour moi. C'est un endroit où j'ai travaillé comme guide local pendant 8 saisons de 6 mois chacune. Là, donc, et je suis retournée il y a quelques années, après quelques années d'absence, à ne pas être allée guider. Et à ma grande surprise, moi qui connais assez peu la flore au Québec, je me rappelais des plantes, le nom latin des plantes, le nom espagnol, chilien, argentin, de la région du parc Torres del Paine, entre autres. Tout ça pour vous dire que c'est un endroit que j'aime beaucoup. C'est le type d'ambiance. Je vais vous parler du Groenland plus tard dans la présentation, mais en termes de paysage, c'est des endroits qui, pour certaines choses, se recoupent, des grandes parois granitiques. À la différence qu'en Patagonie, on est dans des belles forêts aussi, dès qu'on est dans des vallées un peu abritées des vents. C'est effectivement des endroits que moi j'aime beaucoup, assez rudes, qui nous ramènent à notre petitesse d'être humain, c'est-à-dire que les conditions peuvent être venteuses en Patagonie. Il ne pleut pas beaucoup. C'est souvent, on entend dire que c'est une région où il y a du mauvais temps, tout ça. Il n'y a rien qui dure longtemps, surtout pas l'été. La météo est très changeante.
la météo typique, là, c'est d'avoir un peu tout, tous les jours. Là, fait que des courtes averses, des rafales dans certains endroits. Après, ça va tomber calme plat, avoir du soleil. Mais c'est une région qui est assez sèche. Très, très sèche, en fait, les dernières années. Là, il y a vraiment des changements assez drastiques au niveau de la météo là-bas qui font que les saisons sont de plus en plus chaudes et sèches. L'itinéraire que je vous parle ce soir, c'est celui qui est guidé. On offre aussi la Patagonie en version liberté, donc vous ne partez pas de guide. Vous pouvez contacter Mariana. Si elle n'est pas là, je pourrais vous renseigner aussi là, sur la version liberté. Pour ce qui est de la version, le seul voyage guidé en fait qu'on offre en Patagonie, c'est celui-là que je vous présente. C'est un voyage que j'ai monté, ça doit faire déjà 5-6 ans, à mon avis. Ça fait déjà quand même plusieurs années qu'on le fait. Je trouvais ça intéressant, en fait, parce que c'est un voyage qui va combiner le nord de la Patagonie. Je cherche Puerto Montt qui est ici. Donc, on commence dans le secteur de Puerto Montt. Osorno, là, on va être dans le secteur ici. Donc, on va faire quelques jours là, 5 jours en tout, en fait, dans la vallée de Cochamo, qui est vraiment tout près là, de la frontière argentine. Oups. Puis se diriger vers le sud après, là, vers le parc Torres del Paine, qui est beaucoup plus connu, où il y a plus de monde aussi, là, de randonneurs. C'est un parc national. Puis de jumeler les deux, en fait, dans la vallée de Cochamo, ce n'est pas une zone qui est protégée là, sous statut de parc national ou de réserve. Il y a de la vie agricole, on peut voir du bétail. Quand on rentre dans la vallée, il y a des gauchos qui vont nous aider là, à porter les bagages avec les chevaux pour atteindre ce fond de vallée-là, qui est entouré de magnifiques montagnes. On a un petit peu un sentiment d'être dans la vallée de Yosemite là, en Californie. C'est des grandes parois granitiques, des forêts de cyprès, entre autres. C'est vraiment très, très beau, très différent de ce qu'on fait ensuite dans le Torres del Paine. Fait que je trouvais ça intéressant de combiner les deux. Ça vous fait voir une partie de la Patagonie qui est moins connue, vraiment magnifique. Sur la photo ici, vous voyez le volcan Osorno. C'est une autre particularité de cette région-là aussi. On est encore très près de la région du Chili où on voit plus de volcans actifs, alors que dans le sud, rendu au Torres del Paine, on ne les observe pas comme tels. C'est des vieux volcans qui ne sont plus actifs maintenant. Donc, une belle combinaison. Ça vous fait voir aussi la petite ville de Puerto Varas sur le bord du lac. Vous allez arriver en avion là, à Puerto Montt. C'est vraiment à courte distance là, d'aller dormir à Puerto Varas, qui est comme un centre de villégiature quand même très fréquenté par les Chiliens, par les Argentins en été. Bord de lac, il y a des rivières absolument magnifiques. La pêche à la mouche, elle est comme de renommée internationale. C'est vraiment une belle région pour ça. Nous, on va faire la route qui est très, très belle, se diriger à l'entrée là, du village de Cochamo, puis de la vallée de la rivière Cochamo, qui s'écoule un peu là, comme de la frontière argentine vers le Pacifique. Fait qu'on est vraiment tout près de l'océan. Puis rentrer vraiment dans cette vallée-là, qui est très, très réputée pour l'escalade. Nous, on y va randonner volontairement. On va éviter, là, en plein été, les jeunes Chiliens, ils vont vraiment beaucoup pour l'escalade. Il y a 2 campings. Là, je pense qu'il n'y a même plus de refuge, là, mais il y avait un refuge qui était en opération avant. Ces campings-là se remplissaient de jeunes Chiliens qui allaient grimper. Nous, on y va volontairement, juste un peu en dehors des vacances estivales, des vacances scolaires. Puis on se retrouve finalement qu'il n'y a presque personne dans le fond de vallée où on va marcher. C'est une rando super déstabilisante pour la Patagonie. Là, quand on arrive là, c'est la randonnée de 5 heures pour se rendre au fond de la vallée Cochamo où on va se baser pour 3 nuits. On est dans des forêts, là, vous les voyez, il y a comme des fougères géantes, des lianes. C'est super luxuriant. Énormément de bouettes aussi. C'est quand même un peu salissant pour s'y rendre. Puis quand on arrive, en fait, après 5 heures de marche dans cette espèce de forêt humide et dense, qui est très fraîche, ce n'est pas forcément chaud, mais c'est vraiment une super belle forêt. On arrive dans le fond de la vallée, puis on change complètement de climat. Ça va être des belles forêts de cyprès, de conifères surtout. Puis vous voyez le type de paysage un petit peu. Les fonds de vallée, je le disais, il n'y a pas de statut de protection dans la vallée de Cochamo encore. Ça se discute depuis plusieurs années. Mais il y a de l'élevage qui se fait dans les vallées. Moi, pour ma part, je trouve que ça ajoute une touche vraiment intéressante parce que souvent, là, il y a quelques familles dans le fond de vallée qui sont là pour surveiller les animaux. Puis ça nous permet d'échanger un petit peu avec eux puis de voir un peu leur vie finalement aussi là, dans ces vallées-là, qui est très, très typique de la campagne chilienne dans le sud du pays.
Un exemple ici, c'est le refuge où on dormait la dernière fois que je suis allée le faire. Là, avec la pandémie, il y a des petites choses qui ont changé. On est à revoir avec Mariana, justement, peut-être des petits changements. Il y a des fortes chances qu'on campe finalement dans la vallée, mais qu'il y a un grand abri là, avec un toit. Ce que vous voyez pratiquement, mais pas de mur, là, où on va pouvoir préparer les repas. Beaucoup de cuisson sur le feu en Patagonie. Là, le barbecue chilien, c'est un peu une religion, là, fait que ça permet ça qu'on soit en refuge ou qu'on soit sous la tente. Donc, on est là 3 nuits, on a marché 5 heures pour s'y rendre. Il y a des chevaux pour transporter une partie des affaires, surtout la nourriture. Éventuellement, vous avez comme plus à porter votre sac de couchage, puis vos vêtements de rechange. Mais ce qui est comme camping, tout ça, ça va être porté par les chevaux. Fait que c'est quand même plus qu'un sac de jour que vous avez à porter pour rentrer dans la vallée. Après ça, une fois que le campement est installé, on est là pour 3 nuits. Puis les journées suivantes, on va vraiment juste prendre nos affaires de la journée là, pour aller randonner. Puis à l'inverse, quand on sort de la vallée, 3 jours, 4 jours plus tard, là, on a le même 4 heures de marche en descente à faire là, selon la boue dans la forêt, mais pour redescendre avec des sacs un petit peu plus lourds là, qu'un simple sac de jour. Donc, il faut quand même être préparé à ça, puis d'avoir un sac à dos là, du bon format, mais ça, sur la liste d'équipements qu'on vous fournit, tout est là. Pour l'aspect un peu original, si je peux dire, de cette vallée-là, la petite nacelle que vous voyez là, il faut la prendre pour traverser la rivière. Il n'y a aucun pont. Puis, il y a des randos d'un côté de la rivière, il y en a qui sont sur l'autre rive. Magnifique rivière à saumon. Donc, des très, très belles randos. On n'est pas là, on ne fait pas d'escalade du tout, là, malgré que les parois laissent présager ça. C'est vraiment de la randonnée. Il y a peut-être des petits passages un peu vertigineux, là, mais vraiment très, très peu. C'est juste pour en avoir plein la vue. Il y a un magnifique endroit où aller se baigner si on a de la belle météo, belle journée ensoleillée pour aller finir la journée là, des belles chutes aussi. Il y a vraiment beaucoup de belles choses à voir dans cette vallée-là. Après les 3 nuits, en fait, qu'on a passées là, on va redescendre, récupérer le véhicule et on rentre à Puerto Varas, l'endroit où on a dormi la première nuit qu'on est arrivé. Ça permet d'avoir laissé des choses en consigne aussi, ce qui est quand même pratique. Et on reprend un vol intérieur, cette fois-là, pour la ville de Punta Arenas, puis aller faire la randonnée de 8 jours là, dans le parc Torres del Paine. Richard? Ah! Donc, le Torres del Paine, ici, vous le voyez, c'est une formation, en fait, qui est très, très proche de la cordillère des Andes. Et au niveau géologique, c'est vraiment un massif qui a une histoire géologique différente. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est sûr que si vous faites le trek, le guide, il va vous en parler parce qu'on voit des choses très, très évidentes au niveau géologique. C'est vraiment un endroit fascinant. Mais là, ce que vous voyez sur la photo, c'est l'ensemble du massif. Nous, on va en faire le tour complet en faisant des petites incursions là, dans certaines vallées en 8 jours, là, donc en 7 nuits, 8 jours pour le trek. Encore là, c'est possible que pour l'automne, il y a des petits changements là, sur l'itinéraire, mais rien de majeur là, normalement. Donc, en rouge, vous voyez là, le tour du parc du Paine, là, du massif qu'on fait en 8 jours. C'est encore là un environnement que je trouve grandiose, Guanaco, qu'on voit beaucoup à l'entrée du parc, qui va être très varié. Il faut aimer les environnements de montagne. Il ne faut pas avoir peur. C'est un peu le feeling qu'on a dans le nord du Québec. Peut-être ça peut être très venteux. Des journées comme le ciel gris, des gros nuages lenticulaires parce qu'ils ventent fort en altitude. Il y a une flore vraiment magnifique. Ça, c'est des petits buissons là, qu'on voit sur les 2 premières journées qui sont très, très communs. Il y a vraiment des choses très variées. Vous allez avoir des paysages un peu de haute montagne avec des glaciers alpins. Il y a des langues glaciaires aussi très longues. Là, il y en a une, le glacier Gré, qu'on va voir, qui fait plus d'une vingtaine de kilomètres. En même temps, on est dans des belles forêts, des très beaux oiseaux à observer aussi sur toute la randonnée. On est en refuge toutes les nuits pour ce qui est du Torres del Paine, sauf une nuit qui devrait être sous tente encore. Je n'ai pas revérifié ce qu'il y en a des infrastructures au camping Los Perros, mais c'est pour une nuit. Autrement, là, on est le plus souvent en refuge. C'est des refuges extrêmement confortables. Les refuges qui ont été faits dans les 10-15 dernières années ça tient plus de l'auberge, en fait, que du refuge de montagne, mais auberge charmante et chaleureuse, c'est vraiment très, très bien. Donc, beaucoup de petits lacs glaciaires qui ont toutes leurs couleurs un peu différentes, là, des tons de bleu laiteux, bleu émeraude, vraiment très, très beau. Ici, sur la photo, c'est la descente du col, probablement notre journée la plus difficile. Richard parlait en début de présentation qu'on met un niveau.
sur un voyage, mais je vous le dis que cette journée-là, ce n'est pas niveau 3, c'est clairement une journée de niveau 4, mais l'ensemble du voyage, c'est un niveau 3. Mais ça, c'est une journée qui peut s'étirer à 10, 11 heures de marche là, selon les groupes, selon les conditions qu'on a, avec des plaques de neige là, en début de saison là, autour de nos départs d'automne, en fait. Fort possible là, qu'on en ait encore un peu de ces plaques-là quand on passe le col. Chose intéressante, malgré les glaciers que vous voyez, malgré l'absence de végétation sur certaines photos, on n'est jamais en haute altitude. C'est un endroit où on a toute notre énergie. Le col dont je vous parlais, là, on est à 1200 mètres d'altitude, donc il n'y a rien à craindre en termes de problèmes d'altitude. C'est vraiment, on n'est pas plus haut que sur le sommet du Mont-Albert en Gaspésie. Là. Un exemple ici des refuges, là, je vous disais que ça avait été tout refait, que c'était vraiment très, très bien. C'est des dortoirs de 4. Des fois 6 personnes là, selon les refuges. Il y a peut-être des chances aussi des fois qu'on dorme sous la tente, mais à proximité d'un refuge. Puis à ce moment-là, les repas ils sont pris à l'intérieur du refuge aussi. Donc voilà un peu le genre là, de paysage qu'on a sur le parc. Peut-être juste finir niveau météo, parce que je vois les gens en manches courtes sur la photo. Là. Il faut s'attendre vraiment à tout tous les jours, comme je le disais. En termes d'heures de marche, c'est peut-être entre 5 heures, 5-7 heures, plus un 6-7 heures en moyenne chaque jour. Peut-être une journée plus courte, puis la journée de 10-11 heures dont je vous parlais qui est plus longue, là, celle du col, où on part très, très tôt le matin pour la faire. Donc, voilà. Ça fait le topo pour la Patagonie. Alors, c'est à moi de vous parler. Bon, ben écoutez, je vais accélérer un petit peu. J'avais demandé à Marie 4-5 minutes, ça a pris 15 minutes. Donc, je fais un petit clin d'œil sur la Bolivie rapidement. On l'a classé niveau 4, notre trek Apollo Bamba. J'en ai parlé dans les treks engagés, mais si vous êtes capable de faire des niveaux soutenus, vous êtes probablement capable de faire aussi des niveaux engagés. Ça vaut la peine de venir nous parler. Je vous parle d'Apollo Bamba parce que c'est un trek très, très reculé, plus engagé parce qu'on est en altitude, mais ça va nous permettre aussi, on va aller marcher sur un glacier. Ce n'est pas technique, mais ça fait quand même le plaisir d'aller marcher sur un glacier. Il y a des questions et réponses. On va y répondre au fur et à mesure là, par le clavier, mais il y avait quelqu'un qui demandait pour le voyage au Pérou, est-ce que si j'ai le vertige, écoutez, très peu de gens ont le vertige. Hein, les gens ont la peur des hauteurs quelquefois, et il y a une différence quand même entre les deux. Mais non, ne vous empêchez pas de faire ce type de voyage-là parce que vous pensez que vous avez le vertige. Appelez-nous, on vous expliquera un peu c'est quoi la différence, mais pour vous dire, il y a plus d'endroits vertigineux, entre guillemets, en Crète qu'au Pérou. Alors, Crète, c'est un Dolce Vita et tout. Alors, je vous fais un clin d'œil sur Apollo Bamba. Vous avez un de nos voyageurs qui regarde le plus haut sommet de la place. Ça vaut la peine d'aller faire un tour, oui. Il y a une question, je veux juste profiter rapidement pour répondre. Il y a une question sur les dates de départ pour la Patagonie. Je suis justement en train de travailler là-dessus, donc sûrement il va y avoir d'autres dates. Emmanuel, si jamais vous voulez, écrivez-moi ou restez en contact avec moi dès que j'aurai les dates. Sûrement il va y avoir une date en octobre, novembre, puis peut-être une autre en mars. Donc, on va vous tenir au courant pour la Patagonie. Mais excuse-moi, Richard, je te laisse continuer. Pas de problème. Donc, clin d'œil Bolivie. Je continue. Vous avez vu Apollo Bamba. Puis si ça vous tente d'aller faire un tour sur une autre planète, ben, la Bolivie, c'est le bon endroit. Fait que vous avez le Salar de Uyuni, ici le volcan Tunupa. Alors, c'est un voyage qu'on fait plusieurs petites randonnées, mais on se déplace en Jeep. Et puis, vous allez voir le plus haut sommet, le Sajama, à 6500 mètres, donc le plus haut sommet de la Bolivie. On n'en fait pas l'ascension, bien sûr, mais plein de randonnées. Et les déserts du Lipèze, vous voyez ces espèces ces oiseaux-là, ce n'est pas des espèces, les flamants roses. Alors, voilà, en un petit clin d'œil.
On change de continent. Donc, un mardi matin en Afrique, il y a environ 150 millions d'années. Alors, les continents étaient ensemble. Et puis, à un moment donné, ben, les gens devaient être en train de regarder la télé et ils sont aperçus que, oups, l'Amérique du Sud s'en allait vers l'ouest. C'est que, vous voyez ça ici, là, Madagascar se séparait. Et puis ça ici, ça s'en allait. Ça, c'est l'Inde. Le continent africain est le continent qui a l'altitude moyenne la plus élevée. Donc, et puis là, je continue de parfaire votre culture générale. Tout le monde a reconnu les deux personnages ici. Donc, vous avez ici à gauche Stanley et ici, vous avez un docteur. Et puis, le monsieur Stanley cherchait ce docteur-là. Ça a pris 2 ans avant qu'il réussisse à arriver à un endroit où on lui a dit, oui, il y a un blanc dans le village en bas. Donc, quand il s'est présenté le lendemain, il est allé serrer la main et il a dit la phrase qu'on dit célèbre, parce qu'évidemment, on n'a pas de preuves, mais il a dit « Dr. Livingstone, I presume ». Donc, le docteur Livingstone, qui s'était battu avec un lion, qui avait perdu un bras, était parti pour 7 ans et tout. Alors, des fois, quand je marche et que je trouve une journée difficile, je pense un peu à eux autres, puis je me dis « Ouais, c'est pas, même si je suis mouillé, c'est pas une journée si difficile. » Donc, on est en Afrique, mais je commence par le Maroc. Quand on parle du Maroc, les gens pensent beaucoup que le Maroc, c'est le désert. Or, pour moi, le Maroc, c'est d'abord un pays de montagne. Évidemment, les gens qu'on croise, on va beaucoup plus travailler avec les Berbères. Vous connaissez la cérémonie du thé au Maroc, les ciels. Pourquoi? Parce que oui, effectivement, même si c'est un pays de montagne, c'est souvent un pays désertique. Alors, je vous parle de 2 circuits ce soir qui sont de niveau 3. Alors, évidemment, on est en montagne. Alors, dans le Sirois, la particularité de l'endroit, c'est que c'est un des endroits au monde où il y en a le plus. En tout cas, l'économie principale, vous devinez, c'est le safran. Alors, on est dans un endroit où la géologie, elle est particulière, comme vous pouvez le voir ici, mais franchement particulière, parce que vous avez à la fois ces formations de roches-là, et puis vous voyez la végétation, donc on est dans un endroit où il ne fait pas froid, vous devinez. Et pourtant, on va quand même, vous pouvez quand même avoir des températures assez fraîches, peut-être pas à cette altitude-là, bien sûr, mais on va monter en montagne et vous allez avoir ce genre de paysage-là. C'est vraiment une particularité, je dirais une curiosité du Maroc, le Sirois. Donc, voyage qu'on fait au printemps à l'automne. Température est bonne. Dans tous les voyages au Maroc, vous allez tout le temps croiser des villages et les villages au Maroc sont parmi les plus esthétiques que je connaisse au monde. Il y a des endroits, l'endroit que je connais le mieux personnellement, c'est le Népal, mais je ne vous dirais pas que les villages sont particulièrement beaux au Népal. On n'arrive pas dans un village au Népal et waouh, quel beau village, alors qu'au Maroc, ça arrive franchement très souvent. Et les gens avec qui on travaille, ben, pour ajouter au fun, puis on ne les paye pas pour ça, mais ils jouent beaucoup de musique. Alors, on ne peut pas vous garantir qu'à tous les soirs, il va y avoir de la musique, mais ça se peut bien que vous en entendiez. Alors, ça, c'est un bébé safran. Hein? Alors, voilà pour présentation très rapide du Sirois. On est encore en montagne au Maroc et on peut y aller l'été. Évidemment, quand je vous évoquais le Maroc tout à l'heure, je vous disais que pour moi, c'est un pays de montagne. Les déserts sont magnifiques aussi, le désert, le Sahara notamment. Mais évidemment, on ne va pas là l'été, il fait 50 degrés. Et quand on part de Marrakech, que vous allez visiter, quand on part de Marrakech, qu'on s'en va vers le désert, on traverse le haut Atlas. Donc, les sommets vont dépasser 4000 mètres. Et puis, tout dépendant de la période où vous y allez, mais il va rester de la neige. Il n'y a pas de glacier, mais il reste de la neige quand même très, très tard, très tard dans la saison. Donc, c'est un trek d'une douzaine de jours où on va passer, où on ne prendra pas de véhicule, encore une fois, c'est notre façon de voyager. Et vous allez passer dans des vallées verdoyantes, magnifiques villages, encore une fois. Ces espèces de grandes vallées-là, alors ça ne sert à rien que je vous nomme les vallées, vous n'allez pas les retenir. Le village de Tessaout ici. Alors, c'est ces ambiances-là du Maroc que j'aime beaucoup. Vous allez marcher dans ce voyage-là, vous allez marcher dans l'eau.
Donc, vous apportez vos sandales et puis même, il y a une journée où la majeure partie de la journée, vous allez marcher dans l'eau parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Il n'y a jamais de l'eau maximum à la mi-mollet à peu près. Alors, on descend la rivière, mais ça garde les pieds au frais quand même. Hein? Donc, rivière Tessaout. Ça ajoute, oui, c'est un trek, appelez ça un trek aquatique. Mais cette portion-là du voyage se fait vers la fin. Le clou du voyage, je pense que c'est l'ascension du deuxième sommet, l'Oumgoun, ici. Le plus haut sommet du Maroc, c'est le Toubkal. Et donc, vous devinez que le Toubkal, c'est l'endroit où il y a le plus de monde. Et on peut se rendre très proche du Toubkal par la route. Or, le deuxième sommet, l'Oumgoun, ici, il faut vraiment marcher plusieurs jours pour s'y rendre. J'ai eu une tempête de neige à cet endroit-là au mois d'août. Donc, pour vous dire quand même, Maroc en été, oui, il peut y avoir de la neige. Et vous voyez la magnifique arête ici. Et ce n'est pas du tout vertigineux, hein, c'est juste une belle arête. Ce n'est pas du tout difficile à faire. On dépasse 4000 mètres quand même. Donc, l'altitude devient un facteur, mais ce n'est pas un facteur majeur, mais c'est quand même un facteur. Donc, le deuxième sommet, à mon avis, est franchement plus intéressant que le premier et il est surtout beaucoup plus isolé, d'où le plaisir de faire ça. Et puis, on redescend, encore une fois, on va sortir par une vallée très, très verdoyante. Puis pour moi, le Maroc, c'est aussi l'endroit idéal pour observer les étoiles parce que c'est très sec. Donc, il va y avoir, comme d'habitude dans tous les voyages, vous avez vos tentes, les tentes individuelles pour 2 personnes, on s'entend. Et vous avez aussi des tentes communes. Alors, si vous avez, c'est un bon photographe, vous allez pouvoir prendre ce genre de photos-là. Je glisse un mot rapidement. Les 2 voyages dont je viens de vous parler sont des niveaux 3. Le Kilimandjaro, c'est un niveau 4 parce qu'on monte à 6000 mètres. Donc, à 6000 mètres, c'est difficile de le classer 3. Mais je pense que si ça vous tente, puis que c'est tellement un rêve pour beaucoup de gens qu'avec la volonté, on est capable de twister un niveau 3 puis de faire un niveau 4. On fait 2 montagnes, on fait le Mérou et on fait le Kilimandjaro. Donc, le Mérou, on le fait pas pour l'acclimatation, mais pour le fun, mais ça nous donne une sacrée bonne acclimatation. Et puis, quand on est au sommet du Mérou, ben, on voit notre objectif qui est d'aller grimper le Kilimandjaro. Donc, encore une fois, ça pourrait ressembler au Mgoun au Maroc, mais on arrive au sommet parce que c'est le Mera est le Mérou, pardon, je me mêle, c'est pas le Mera, c'est au Népal. Donc, le Mérou, qui est un volcan et qui a une magnifique arête et qui nous permet de voir le Kilimandjaro. Et le Kilimandjaro, on s'en va par le côté nord. Et je ne vous dirais pas qu'on ne va pas voir personne, mais on va voir peu de gens. Et ce qui est quand même exceptionnel pour le Kili. Puis une des belles choses quand même dans ces voyages-là, c'est l'espèce d'esprit fraternel le soir. Il ne fait pas nécessairement chaud, hein, donc on est en dedans d'une tente, mais qu'avec tous les gens, la nourriture et tout ça, on se réchauffe. Puis ça permet vraiment des soirées super le fun. Je pense que, pas je pense, je suis convaincu que la meilleure façon de grimper le Kilimandjaro, c'est d'aller faire le Mérou avant parce qu'il est sinon au moins aussi beau, peut-être même plus. Et puis, comme on est super bien acclimaté, ça nous permet d'aller dormir dans le cratère à 5700 mètres. Et pour faire ça, il faut vraiment être bien acclimaté. Et donc, le lendemain, on va dormir au pied de ce qui reste comme glacier. Et on est dans un cratère, fait que ça ne vous arrive pas souvent de dormir dans un cratère de volcan. Et le lendemain, il nous reste à peine 1h30, 2 heures à faire pour atteindre le sommet du Kili. En général, avant les gens, parce que vous allez voir pas mal de monde qui sont pas mal maganés parce qu'ils sont partis genre à minuit soir. Nous, on part vers 4-5 heures le matin, puis on arrive pas complètement frais, mais quand même. On change de continent. On s'en va en Asie et puis vous avez une image ici de l'Inde qui, rappelez-vous, est partie d'Afrique du Sud et a dérivé et est rentrée sous l'Asie. Donc, on appelle, vous avez peut-être entendu l'appellation, le sous-continent indien. Donc, c'est vraiment l'Inde qui rentre sous la plaque asiatique et qui va soulever, ce qui va donner naissance à l'Himalaya et au plateau tibétain qui est à 4000 mètres. À gauche, ici, avec la barbe, vous avez M. Everest. Donc, M. Everest, qui n'était pas du tout un alpiniste, c'était un cartographe, c'est un mathématicien cartographe. Et il a contribué effectivement à cartographier l'Inde et à mesurer la hauteur des montagnes.
Et j'ai juste mis 2 petites images. Eric Shipton ici, grand explorateur de l'Himalaya, certainement le plus grand. Et je trouvais que le monsieur à droite, par les temps qui courent, avait sa place. C'est Boris Lisanevitch. Donc, c'est un danseur de ballet russe qui s'est sauvé du régime russe et qui est essentiellement responsable de l'ouverture du Népal au tourisme. Parce que le roi du Népal, à l'époque, on parle des années 1950, ne croyait pas que le Népal était un pays intéressant à visiter. Parce qu'il y avait juste des vieux villages, puis il y avait des montagnes, mais bon, il n'y avait pas de village intéressant là-dedans. Alors, il s'est peut-être trompé, n'est-ce pas? Le voyage dont je vous parle ce soir, c'est le pays Sherpa des collines du Sulu au Numbo. Alors oui, je veux bien qu'on aille voir l'Everest, mais on va y aller par le pays Sherpa. Le Népal, c'est un pays de fous. On passe de 50 mètres à 8800 mètres. Pas dans notre trek, bien sûr, mais vous devinez qu'il n'y a pas un pays qui a autant de variété que le Népal au niveau des différentes écologies que vous allez rencontrer en chemin. Donc ici, vous avez tout à fait des jungles luxuriantes et puis vous voyez les sommets enneigés en arrière. Donc en passant par le pays Sherpa, vous êtes au cœur de l'endroit où les gens vivent. Et puis, le but de ce voyage-là, c'est vraiment de vous amener où les Sherpas, donc l'ethnie des Sherpas, vivent. Alors, vous allez vraiment vous allez marcher entre les villages et puis vous allez croiser les gens. Et anecdote quand même fort sympathique, quand c'est Marie-Josée qui a fait le repérage pour ce voyage-là. Et puis Tandy, le charmant guide local, nous disait que dans son coin, il n'y avait pas vraiment de montagne. Alors, quand pas vraiment de montagne, pour lui, ça veut dire qu'il n'y a pas de sommet de 8000 mètres, mais on parle de sommets de 6000 et de 7000 mètres. Donc, il y a mon chien qui mange quelque chose, là. Attendez un peu. Bon, OK. Sherpa, mais d'autres ethnies, hein, les Gurung, les Rai, les Tamang. Et là, quand je vous disais tout à l'heure que vous allez être au cœur de la vie quotidienne, c'est un peu ce que je veux dire. Et puis, l'ironie de tout ça, c'est que, bon, on est très impliqué au Népal. On a construit une école, un centre communautaire suite au tremblement de terre. Et puis, une des épreuves les plus difficiles, c'est de refuser les invitations à aller prendre du thé parce qu'on a tellement on est allé là souvent, tous les gens qu'on emploie viennent de ces villages-là, alors on est toujours invité quelque part. Alors oui, il faut refuser parce qu'il faut quand même marcher. Donc, on part d'un trek de 11 jours où on va atteindre l'altitude vénérable de 4500 mètres, mais on ne va pas dormir là. On va même aller un peu plus haut, mais on ne va pas dormir plus haut que 3900 mètres. Alors, c'est frais quand même à près de 4000 mètres, mais ce n'est pas comme si on allait dormir à 5000 mètres. Ça, c'est les jeunes à l'école qu'on a construit en 2001. Autre intérêt de ce trek-là, les monastères. Alors, là, vous voyez un petit peu le setting du campement et du déjeuner. Donc, monastère de la cité de Thupten-Choling, donc c'est la cité monastique la plus grande. Il y a quelques 800 religieux et religieuses. Donc, c'est certain que vous allez voir ce genre de spectacle-là, si je peux dire. Je dis spectacle, je ne suis pas du tout croyant, mais je trouve fascinant le bouddhisme et ces grandes cérémonies-là où tous les moines ou les nonnes vont réciter le Kangyo, hein, qui est la Bible du bouddhisme. Alors, ne faudrait pas croire que dans ce circuit-là, même si on croise beaucoup de villages, on ne sera pas dans un environnement de montagne. Vous allez clairement être dans un environnement de montagne, comme vous pouvez le voir ici. Vous allez peut-être camper sous la neige, c'est possible, croiser des yaks, youpi. En quelques occasions, on va manger dans des lodges, mais il y en a peu. C'est vraiment un endroit où il y a très, très peu de touristes. Mais ne pensez, comme je vous dis, c'est un voyage où vous allez être quand même au cœur des montagnes, mais où l'intérêt, un des points très, très forts, c'est notre relation avec les gens sur place. Il y a des dates et le voyage d'ailleurs est déjà confirmé au mois d'octobre pour le pays Sherpa. Je passe rapidement sur le Mustang et sur le Manaslu parce que pour moi, c'est des circuits, surtout le Mustang, là, qui est un circuit pas si exigeant. Je n'ai pas mis de date cette année. S'il y a une demande, peut-être qu'on en mettra un, mais c'est
certainement au niveau culturel, l'endroit le plus fascinant du Népal. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires. Vous voyez ici, c'est un livre, c'est l'équivalent de l'original de la Bible qui traîne dans un palais, quelque part, un palais en ruine. C'est fou, ça devrait être dans un musée. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas qu'il soit là, mais j'ai mis la main dessus et j'en ai encore des frissons. Fait que vous voyez, on est au Népal, on est dans un environnement complètement différent. Vous allez voir des sommets enneigés, mais on n'est pas du tout au cœur des sommets enneigés, mais au cœur d'une culture d'une grande richesse. Géologiquement, on est plus vers le nord du Népal, donc vers le plateau tibétain. Alors, vous voyez un peu à quoi ça ressemble, hein. On pourrait dire que probablement le canyon le plus profond du monde, il est au Mustang. Si on tient compte qu'un canyon, ça part de la hauteur des montagnes jusqu'à la rivière, c'est sûr que c'est au Mustang. Vous voyez, donc, on est au Népal, mais ça n'a rien à voir avec le reste. Je vous parle du Manaslu. Donc, le Manaslu, c'est un de nos treks les plus variés. On parle de treks ici. Tout à l'heure, on vous parlait en Amérique du Sud, là, que ce soit Équateur, Patagonie ou Pérou, de treks de 8, 9, 10 jours. Et là, quand on est au Népal, Pays Sherpa, c'est une douzaine de jours. Mais si on parle du Mustang puis on parle du Manaslu, on parle plus d'une vingtaine de jours. Donc, ils sont classés comme niveau 4 engagés, mais ils ne sont pas nécessairement plus difficiles, ils sont essentiellement plus longs. Alors, si vous avez le temps et ça vous tente, ils ne sont pas plus difficiles, comme je vous dis, mais bon, les douches sont un petit peu plus loin, tu sais, à Katmandou. Donc, voilà un petit peu le genre de paysage si vous travaillez plus que, si vous voulez marcher plus qu'une dizaine de jours. Et je pense un des beaux cols de l'Himalaya, le col de l'Arkia. Et des fois, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui demandait si vous avez le vertige, je fais juste enlever quelque chose à mon chien, ce ne sera pas long. C'est ça, un chien de 6 mois. Alors, vous voyez à quoi ça peut ressembler. Donc, les sentiers, bon, ne sont pas tous aussi larges que ça, mais je trouvais que pour l'anecdote, c'était sympathique. Clin d'œil sur le Ladakh. Je m'en voudrais de. C'est un de mes treks favoris. Donc, ici, on est en Inde, mais on est sur le plateau tibétain. On ne peut pas et vraisemblablement, on ne pourra pas dans les prochaines années faire des treks intéressants d'envergure au Tibet à cause du régime chinois. Mais si vous voulez vivre l'ambiance tibétaine, et c'est pas du tout un compromis, parce que la culture tibétaine ne s'est pas arrêtée à la frontière de la Chine et de l'Inde, c'est le Ladakh. Donc, le Ladakh, c'est le plateau tibétain. Donc, vous voyez un petit peu, on n'est pas en Himalaya, ça ne ressemble pas à l'Himalaya, c'est beaucoup plus arrondi. On est en altitude, c'est un long trek de 18 jours qui n'est pas, vous voyez comment les gens sont habillés, hein, donc la chaleur peut être un facteur. Voyage au mois de juillet ici, mais il a la particularité, on peut y aller l'été parce qu'on est au-delà de l'Himalaya, donc pas touché par la mousson. On va commencer au nord, puis on va terminer au sud de l'Himalaya. Donc, on va franchir l'Himalaya. On va même marcher sur un glacier. Ce n'est pas technique. Donc, on parle d'un long trek, mais ambiance tibétaine. Donc, oui, c'est niveau 4, mais je pense qu'il pourrait être classé comme un trek soutenu. On achève notre tour du monde et je vous montre un peu, c'est la Terre vue du nord et vous avez ici, vous voyez le Groenland, donc on va vous parler du Groenland, on va vous parler aussi d'un endroit particulier au Québec, mais on va terminer par un nouveau voyage qui n'est pas encore en ligne, mais qui est sur le bord de l'être, donc on travaille sur un voyage en Norvège aux îles Lofoten. Donc, je passe la parole à Marie, j'arrête le partage de l'écran. Stop share. Voilà. À toi, Marie. Et je m'occupe de mon chien en attendant. Est-ce que, Richard, tu voulais que je parle? Je pense que j'avais mis le Mouchouanipi en Oh, vas-y, premier. Mouchouanipi puis Groenland, c'est pas grave. Une petite seconde, je vais me discipliner là, avec. Ça fait trop longtemps que je suis dehors là, à guider. J'ai perdu la twist pour les partages d'écran. Là, c'est bon? Alors, on est revenu au Québec spontanément.
après vous avoir fait faire le tour du monde là, en une petite heure et demie. L'année dernière, là, à la fin août, septembre, on a fait en fait une portion de la rivière Georges en canot qui nous permettait de rejoindre un site très important pour les communautés Innu, là, au Mouchouanipi, toujours sur la rivière Georges. Et là, pour l'été qui vient, j'y travaille dans les prochaines journées parce que j'étais en train de guider les dernières semaines à finaliser les dates, le tarif pour cet été. Mais on va toujours offrir le voyage en canot. Puis là, j'ai mis ces photos-là du voyage de l'été dernier parce que je n'ai pas encore de photos pour la version de randonnée, en fait, qu'on va proposer sur la Georges. Donc, l'idée, elle est la suivante, de prendre le train, en fait, jusqu'à Shefferville, qui est dans le secteur ici, de Shefferville, de se faire déposer en hydravion sur la rivière Georges. Pour la version canot, on se fait déposer en amont, c'est-à-dire du site du Mouchouanipi. Pour le trek, ce sera plutôt l'inverse. Donc, on va être au nord du site du Mouchouanipi et pendant la rivière Georges, elle est ici. Là, c'est le grand trait qu'on voit ici sur la carte qui coule du sud vers le nord. Donc, ce qu'on vous propose, en fait, après la dépose en hydravion, directement sur la rivière, faire un trek de 6 jours avec 2 nuits consécutives là, au premier campement, au deuxième campement aussi sûrement. Ensuite, 2 campements différents pour rejoindre le site du Mouchouanipi là, aux abords de la rivière Georges, avec un camp principal qui est monté là. Il y a des Inuits qui travaillent là durant ces semaines-là, en fait, qui nous accueillent, qui accueillent aussi à l'occasion, ça peut être des groupes d'étudiants, ça peut être des politiciens qui sont là pour des échanges, pour des rencontres aussi. On peut être mêlé à ces gens-là, mais ça rend juste l'expérience vraiment plus enrichissante. Donc, je répète que les photos que je vous montre, c'est juste pour vous donner un petit peu l'idée du Nord. On est si je ne me trompe pas, c'est au 56e degré de latitude nord. Donc, étonnamment, quand même pas mal de forêts. Aux abords de la Georges, on est sur les versants un peu qui plongent vers la rivière. C'est juste assez protégé, on dirait, pour qu'il y ait des arbres un peu plus hauts. Mais dès qu'on s'éloigne de la rivière, on se retrouve dans un environnement de mousse, de lichen, de toundra. C'est le royaume pour l'ours noir, entre autres. Et évidemment, le caribou a une importance capitale sur ce territoire-là, avait une importance capitale aussi pour les Inuits, pour les Naskapi qui fréquentaient ce secteur-là. C'est un peu une région tampon aussi que les Inuits fréquentaient. Il y a eu des rencontres là, entre les Inuits et les Inuits, justement un peu dans ces latitudes-là. Donc, c'est là-dedans qu'on va graviter pour le trek de 6 jours. Le relief dans le secteur où on va faire la randonnée, il est un petit peu plus accidenté, donc un peu plus montagneux que ce que vous voyez sur les photos. Puis ici, ce qu'on voit en fait, là, ça, c'est la petite presqu'île qui est juste derrière une longue avancée dans la rivière Georges qui fait en fait un endroit vraiment idéal pour que les caribous, les grandes hardes de caribous du Nord, qui sont vraiment diminuées ces années-ci, il y en a beaucoup moins, mais le troupeau de la Georges semble commencer en fait là, à récupérer un petit peu. Puis traditionnellement, les Inuits se rassemblaient là pour chasser le caribou parce qu'il y a une longue avancée de roches dans la rivière qui fait que c'est un passage propice en fait pour les hardes de caribou. Le campement, il est installé à proximité de cet endroit-là. C'est un endroit où on peut observer le caribou traverser la rivière encore aujourd'hui, même si la harde elle est vraiment beaucoup moins nombreuse. C'est surtout un endroit d'échange comment je dirais, concret, réel, hyper intéressant, hyper enrichissant avec, comme je le disais, des Inuits qui sont là pour nous accueillir. Donc, on a fait comme un 6 jours de rando pour arriver là, changer complètement de rythme, être 4 jours à juste profiter un peu de la vie de campement. L'année dernière, on est allé sortir les poissons qui avaient été pris dans le filet par les gens là-bas, fileter le poisson, aller faire des randos autour du campement, mais juste aussi prendre son temps puis échanger avec les Inuits qui sont là. C'est vraiment une expérience hyper enrichissante. On est au Québec, mais on est complètement ailleurs pour la majorité des gens, en tout cas, puis je suis quand même habituée de fréquenter le Nord, là, mais c'est comme un autre univers qui fait du bien, surtout je trouve dans les derniers mois, on parle beaucoup un peu de l'affirmation des communautés autochtones au Québec. Puis c'est vraiment un contexte idéal, je vous dirais, pour aller échanger il y en a qui viennent de plusieurs communautés. Là. Stacy qui est sur la photo est de Mashtoyash.
Il y en avait de Shefferville, de Maliotenam, près de cette île. Donc, vraiment un moment d'échange très, très intéressant. Puis de participer aux activités qui se font sur le campement aussi, de mettre la main à la pâte, là, c'est vraiment c'est comme un beau contexte d'échange. Donc, un 6 jours de rando suivi de 4 à 5 jours là, sur le camp du Mouchouanipi. Précision, quand on parle du Nord, il y a beaucoup d'éléments climatiques, entre autres, qu'on ne contrôle pas. Il y a un itinéraire qui va apparaître sur le site. Là, pour ce qui est du trek, il n'est pas encore visible sur le site web, mais ça s'en vient. Il faut juste garder en tête dans le Nord comme ça que tout peut changer. Richard peut en témoigner. Donc, c'est vraiment un environnement où on s'abandonne puis on se laisse aller. On se met dans un autre espace-temps là, que celui auquel on est peut-être habitué dans le sud du Québec. Le retour, normalement, se fait en hydravion. Puis on reprendrait l'avion aussi là, de Shefferville à Sept-Îles. On reprendrait, toujours au conditionnel. Ça peut être le train aussi pour le retour, là, si jamais il y a des délais ou un changement de journée là, pour la météo. Et c'est vraiment une espèce d'abandon pour aller découvrir le Nord. Assez physique, il n'y a pas de sentier, c'est hors terrain, c'est hors sentier sur les 6 jours de rando. Pas un terrain forcément difficile, mais des traverses de rivières à faire, les pieds dans l'eau, là, carrément. Conditions climatiques qui peuvent être très changeantes. Les bagages, ils sont transportés d'un campement à l'autre par un bateau, mais vous devez quand même avoir un bon sac de jour avec des vêtements chauds, tout ça là, pour faire la portion rando. On sera beaucoup plus relax une fois qu'on arrive au camp du Mouchouanipi. Si vous voulez vraiment juste donner un coup de main à la cuisine, vous pouvez le faire. S'il y en a qui veulent aller faire une plus longue rando, c'est possible aussi. Donc, ça, c'est pour le trek qu'on va proposer sur la George cet été. Donc, à suivre là, dans les 2 prochaines semaines, j'espère que tout va être en ligne. La version canot, elle est déjà en ligne. 13 jours en tout, ça va être très, très similaire. En fait, on remplace la portion canot par une portion trek. Fait que ce qui est en ligne présentement pour le canot peut déjà vous donner une super bonne idée. Ça va être fin août, étalé là, jusqu'à la mi-septembre là, pour les départs. Donc, voilà pour notre nord à nous, ici au Québec. Puis là, je vous amène dans le grand nord, donc sous le cercle arctique, là, au 66 degrés nord, sur la côte est du Groenland. C'est un endroit où on va depuis plusieurs années. Là, ici, sur la carte, vous avez l'Islande qui est là, le Québec qui est ici, évidemment. Puis le secteur là, où on fait la rando, là, le trek, c'est ici. C'est un endroit où on offre plusieurs itinéraires différents, autant de kayak, de trek, qu'un mélange des deux qui s'appelle Fjord de l'Est. Vous allez voir qu'il y a quelques voyages sur notre site pour le Groenland, donc plusieurs dans la même région, celle dont je vous parle là. Je passe rapidement sur le trek, mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me laisser un message. Là, considérant que j'étais absente les dernières semaines et que j'ai un peu de rattrapage de courriel et de rappel à faire. Le type de terrain, en fait, à l'arrivée, l'avion passe de Montréal vers l'Islande, de l'Islande vers le Groenland. Les petits villages colorés, les maisons jaunes, vertes, bleues, rouges, assez typiques. C'est pas des villages qui sont excessivement touristiques. C'est un tourisme un peu alternatif, là, de randonneurs, un peu kayak de mer aussi, quelques groupes. Il y a des gens qui y vont à la journée dans les villages. On peut voir un petit peu de visiteurs comme ça de très, très courte durée. Mais culturellement, c'est super intéressant. C'est une partie du Groenland qui est restée, pour plein de raisons, là, très isolée, des raisons de glace puis de petites populations. C'est très montagneux aussi, qui sont restés plus isolés puis qui ont préservé certaines traditions aussi beaucoup plus que la côte ouest ou le sud du Groenland. Donc, vraiment super intéressant d'y aller. On prend un peu racine dans ce village-là aussi. Là, on a une petite maison qui sert d'hébergement pour les groupes. Là, ici, vous avez Simon, un de nos guides, avec Nuka, là, un jeune du village qui aime bien notre café. Donc, arrivé à Kulusuk, ça vous laisse le temps de visiter le village. Je le disais, on est là depuis plusieurs années déjà, puis on a plusieurs groupes chaque été, ce qui nous a permis de développer des belles relations. Je pense qu'on vous en fait profiter. C'est pas les Inuits ne sont pas des gens comme super faciles d'approche nécessairement, plutôt discrets. Mais avec ces relations-là, en fait, puis le fait que sur le trek, il y en a qui vont transporter vos bagages d'un campement à l'autre en bateau, là, qui assure comme ça le transfert de campement, bien, ça vous fait les côtoyer aussi durant le trek quand même. Moi, je trouve que c'est une valeur ajoutée là, au simple fait d'aller juste randonner là-bas, quoi que ce soit vraiment spectaculaire. Donc, on prend les bateaux. Dès l'arrivée, on passe une nuit à Kulusuk, on transfère en bateau ensuite vers notre premier campement.
Vous vous retrouvez là, en fait, boum, ça ressemble à ça. Ça, c'est votre premier soir sous tente au Groenland. Puis de là, on va marcher pour une dizaine de jours. Je le disais, il y a un bateau moteur qui va transférer les bagages d'un campement à un autre. Sur le 10-11 jours, là, on va possiblement laisser un campement aussi monté pour 2 nuits, là, autre que le premier, juste pour vous poser. Ça évite qu'on ait à démonter les tentes chaque matin. Vous voyez un peu le type d'environnement, c'est hors sentier. Il y a de tout. Des fois, on va marcher sur ce type de roche-là que vous voyez. C'est plus de la grande dalle de roche. S'il pleut, ça peut être un peu plus glissant. D'autres journées, ça va être en bord, un peu de la caillasse là, sur le bord de la mer. Après ça, on remonte dans les buissons, sur les mousses. C'est très, très varié, toujours hors sentier. Richard parlait des fois, c'est dur pour nous de donner ça en kilomètres puis en dénivelé pour expliquer le niveau d'une journée. Au Groenland, c'est minable. On peut faire des journées de 8 km, 8-10 km, puis on a marché 7 heures. Beaucoup de traverses de rivières aussi à faire. Il faut enlever les bottes de marche, les remettre de l'autre côté, ce qui nous retarde un petit peu, ce qui nous rafraîchit un peu les pieds aussi. Mais c'est un environnement spectaculaire. Si vous venez en juillet, il fait clair 24 heures sur 24. Donc, oubliez les aurores boréales, là, malheureusement, à ce moment-là. On les voit seulement en fin d'été. Donc, c'est un trek où les difficultés sont peut-être différentes. C'est plus sur le terrain, ça prend des bâtons de marche, il faut solidifier un peu là, pour les traverses de rivière avec les bâtons. Le camping est absolument fabuleux. Je le disais en juillet, là, ça c'est plus au mois d'août, mais juillet, il fait clair tout le temps, fait que les soirées peuvent s'étirer un petit peu. L'eau de mer, elle est très froide. On va toujours camper à proximité de la mer, ce qui fait qu'on c'est frais le soir, ça prend une bonne doudoune, même si on y va en juillet. Mais c'est jamais sous zéro, même la nuit là, au mois d'août. Là. Donc, ça reste toujours entre 5 et 15 degrés environ pour les températures de jour et de soir. En mer, on va voir des glaces, évidemment, icebergs, baleines. Puis dans les campements, c'est sûr qu'on va avoir la visite d'un petit renard arctique aussi, éventuellement. Donc, déstabilisant, très, très beau, très spectaculaire. C'est très montagneux. Là. Il y a des montagnes de 2300-2400 mètres dans le secteur où on va marcher. À la toute fin, il y a un petit 3 jours où on vous demande de porter vos affaires, vos vêtements de rechange, sac de couchage, une partie de la tente aussi dans vos sacs à dos. Donc, il y a un portage de bagages pour un 3-4 heures vers la fin du trek là, pour s'avancer un peu dans un fond de vallée où on va aller explorer un petit peu plus. Donc, ça, il faut être capable de le faire aussi, mais n'hésitez pas à m'appeler pour ça, puis je vous donne plus de renseignements là, sur cette portion-là, entre autres, du texte, et ça vous fait douter d'être capable. Voilà pour moi, Richard et le Groenland. Je prends la relève. Je pense que j'ai répondu à quelques questions, Marie, mais on peut... Oui, je vais continuer. Okay. Alors, je termine avec un nouveau voyage, et puis j'aurais dû vous mettre ça tout à l'heure parce que j'ai pris l'habitude devant chacune des sections, donc Amérique du Sud, Afrique et Asie, de vous parler des personnages célèbres. Vous avez ici à droite Shackleton, qui est certainement l'exemple de la survie la plus hallucinante. 2 ans avec 27 personnes avec son bateau pris dans la glace. On était du côté de l'Antarctique, mais il s'est promené beaucoup aussi dans le nord. Et puis ici, vous avez un bonhomme qui s'appelle Rasmussen, donc un Norvégien qui est parti du Groenland et qui a traversé tout le Canada jusqu'en Alaska en traîneau à chien. Et lui, ce qu'il voulait faire, c'est qu'il voulait préserver les cultures. Donc, il se promenait d'un village. En fait, les gens étaient nomades, mais vous parlez d'un voyage de plusieurs années. Et puis, il est revenu après. Donc, alors, des fois, on fait des voyages, on dit, on trouve ça dur, les expéditions. Ouais, bon, on repassera. Ça, c'est plus qu'un niveau soutenu ou engagé. Voyage tout à fait nouveau, qui n'est pas sur le site. Il va falloir compter un bon 2 semaines encore avant qu'il soit sur le site, mais c'est pas un projet, il est vraiment développé. On a le détail, on sait où on va aller, on connaît les randonnées et tout. On n'a juste pas eu le temps de l'écrire encore, mais je vous donne quand même une idée. Peut-être que si vous connaissez les Lofoten, si ça vous dit quelque chose, ben, ça vous évoque ces petits villages-là en Norvège.
on voulait quelque chose de franchement original. Encore une fois, je vais dire qu'on essaie de toujours faire ça, mais oui, c'est vrai, on essaie de toujours trouver quelque chose de particulier. Donc, c'est un voyage qui va être moitié randonnée. Alors, dans ce type de paysage-là, bien sûr, on va y aller en septembre et qui va être à moitié sur un voilier. Donc, et quand je vous dis qu'il va être à moitié en randonnée, bon, on va être dans des espèces de petites, appelons ça des auberges, mais souvent, c'est des anciennes cabanes de pêcheurs qui ont été transformées en petites maisons qu'on va utiliser. Donc, les premiers 5 ou 6 jours, on va faire des randonnées en étoile, on va changer de refuge, puis on va aller encore faire 2, 3 jours de randonnée en étoile. Et puis, on va arriver quelque part, on devrait avoir 2 groupes en même temps. Donc, un groupe qui fait de la randonnée, un groupe qui est sur le voilier, on va se croiser et puis on va échanger comme ça. Donc, voilier de 45 pieds pour ceux que ça intéresse et qui va nous permettre de se promener, d'aller vraiment dans des endroits qui ne sont pas atteignables autrement que par la mer. Et puis, l'approche de la mer, l'approche de la terre par la mer, c'est toujours franchement différent. On fait ça sur l'Écomaris, on fait ça au Québec, on fait ça à Terre-Neuve, nouveau voyage à Terre-Neuve aussi, on vous en parle la semaine prochaine. Et puis, on fait ça un petit peu aussi au Groenland quand on fait kayak et randonnée. Donc, cette approche-là des deux, ça nous donne 2 points de vue franchement différents. On pourrait presque classer ce voyage-là Dolce Vita parce qu'on va être soit dans des petites cabanes ou sur le voilier. Donc, vous devinez, c'est un voilier qui peut accueillir 5 ou 6 personnes parce qu'il va avoir le capitaine puis il va avoir le guide caravanier aussi. Donc, très petit groupe, très peu de place. Donc, vous comprenez qu'il y a 2 groupes, mais c'est 5 personnes. Donc, c'est 10 personnes maximum pour cette année. On verra comment ça va fonctionner pour les années d'après, mais les gens avec qui on travaille en voilier, des gens qu'on connaît quand même par personne interposée, là, un guide chez nous depuis plusieurs années, ils viennent d'acheter un voilier, très joli voilier, ce n'est pas un gros voilier, mais ça nous permet justement d'atteindre ces endroits magiques-là. Alors, je ne vous en parle pas plus longtemps. Si ça vous intéresse, vous nous le direz, puis vous irez faire un tour sur le site bientôt, mais je pense que vous avez quand même avec ces images-là, mais vous avez peut-être, si la Norvège vous intéresse, les îles Lofoten, c'est un nom très, très évocateur. Donc, et puis on y va en septembre, à la fin de la saison touristique, mais quand il fait encore beau, ça nous permet vraiment de rejoindre ces endroits-là qui sont difficilement accessibles autrement. Donc, c'est sur cette image-là, avec une espèce de coucher de soleil, parce que là, on est très, très, très au nord. On est plus au nord qu'au Groenland, au Lofoten. Et puis, vous devinez qu'en fait, un des grands, grands plaisirs du nord, que ce soit la George, que ce soit le Groenland ou que ce soit, puis ça pourrait être la même chose en Patagonie, c'est la lumière. Marie, tout à l'heure, vous disait qu'il y a 24 heures de lumière. Ce que ça fait 24 heures de lumière, c'est pas qu'on n'est pas capable de dormir, c'est qu'il y a un coucher de soleil qui dure 6-7 heures. Et puis, vous savez que c'est toujours la plus belle lumière. Donc, une des grandes beautés du Nord, c'est la lumière. Mais en plus, quand il y a des paysages comme ça, c'est la totale. Il y a peu d'endroits au monde. Je pense, Marie serait d'accord, elle parlerait pour elle, mais je parle pour moi. Ce sont les paysages les plus impressionnants du monde. Ils sont dans le nord. Ça n'enlève rien au Kilimandjaro ou à l'Himalaya, qui sont les montagnes les plus impressionnantes, mais cette espèce de lumière-là donne une signature particulière. Ça fait 1h40, j'espérais. Ouais, 1h45. Bon, c'est un merci on a presque perdu personne. Je ne sais pas s'il y a des questions en particulier. On a essayé d'y répondre pas J'ai pas mal. mal répondu à celle, en tout cas, qui était par écrit. Moi, ce que j'allais juste compléter là, pour ceux qui sont encore là, tu sais, là, on a parlé rapidement de chaque voyage parce qu'il y en avait beaucoup. L'idée, c'est comme un peu d'ouvrir juste comme des projets, là, de vous lancer des idées, en fait, pour vous aider éventuellement là, à cerner un peu plus ce qui vous convient ou ce que vous avez envie. Mais j'en reviens à ce que Richard il disait en début de présentation. Là, n'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire si vous avez plus de questions, tout en considérant qu'on est un petit peu débordé présentement. Là, les demandes ont repris vraiment beaucoup les dernières semaines, puis on est très peu nombreux là, après les 2 dernières années qu'on vient d'avoir. L'équipe, elle est toute petite. Fait que soyez indulgents peut-être sur les délais pour qu'on vous rappelle, ça peut prendre quelques jours.
Mais on préfère ça aussi. Ça nous permet de répondre directement à vos questions, de bien vous renseigner, puis au final, de s'assurer que si vous prenez l'avion et vous vous retrouvez au Népal ou ailleurs, bien, que vous êtes tout à fait conscient dans quel projet vous avez embarqué, puis que le groupe va être homogène, puis que les choses elles vont bien se passer, puis que vous allez apprécier votre voyage. Donc, tout ça pour dire que de nous appeler ou de nous écrire là, pour si vous hésitez entre 2 ou 3 destinations pour qu'on vous aide à démêler ça. Des fois, peut-être aussi, le Pérou, le Népal, le Maroc aussi, on offre plusieurs voyages similaires qui peuvent paraître similaires, mais de parler à quelqu'un au bureau qui va vraiment vous aider à savoir qu'est-ce qui vous attire le plus. Puis là, vous recommandez un itinéraire par rapport à un autre aussi. C'était la petite note que je voulais rajouter. C'est bien parce que j'ai un peu commencé comme ça en disant, je ne sais pas ce que vous allez apprendre, mais ça se peut que vous soyez encore plus mêlés à la fin qu'au début. Fait que là, on vous a parlé d'une quinzaine de destinations. Désolé, mais si votre seul problème, c'est de choisir où vous allez, c'est quand même un joyeux problème. Donc, il y a quelques remarques. Merci d'avoir assisté à la conférence, presque 2 heures. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Et là, si j'appuie sur livre, Marie, tu n'auras pas le temps de répondre. Je termine. OK. C'est fait. Donc, voilà, bonne soirée et puis espérant vous croiser quelque part sur les sentiers de cette belle planète. Merci beaucoup. Bonne fin de À soirée à bientôt. tous.